Je me souviens de ces moments-là. Il y a une femme, une Algérienne, son mari était parti avec les 3 enfants, je pense, en Algérie, puis il recevait les pensions, puis il l'avait battu, puis il s'était sauvé. On a pris son corps en main, on a fait rapatrier les enfants. Vous vous êtes ramassé à 4 députés. Ouais. Ça, C'était comment qu'on prend ça? très dur, parce qu'on a fait des erreurs dans ça. Parce que 3 semaines avant, on avait 15-20 points d'avance. Puis là, c'est tombé de même. Moi, je pense que l'avenir logique pour le Canada, le Québec un jour, une fois que le Québec sera décidé de devenir un pays, c'est de dire on devrait former une union, on appelle ça l'Union canadienne, avec peut-être 5 pays, qui seraient la Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, le Québec, les Maritimes, comme l'Union européenne. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant qu'on commence le podcast, j'aimerais dire un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, procafetière.ca. Si vous cherchez une cafetière, si vous cherchez du bon café, si vous voulez vous gâter, si vous voulez impressionner votre blonde ou votre chum, allez chez procafetière.ca. Ils ont toutes sortes de cafés, ils ont toutes les saveurs. C'est vraiment eux autres les experts. Puis si vous allez sur le site internet, si vous dépassez une commande de plus de 75$, ils offrent la livraison gratuitement. Fait qu'encore une fois, gros merci à procafetière.ca. Cette semaine, qui qu'on soit comme invité, c'est nul autre que Gilles Duceppe, le politicien Gilles Duceppe, qui a été le chef du Bloc québécois pendant plus de 20 ans. C'est vraiment tout un honneur de le recevoir sur le podcast. Vous allez voir que c'est un peu plus protocolaire, moins dans l'humour. Mais par exemple, tu vois à quel point que c'est un personnage important de l'histoire du Québec. On revisite beaucoup tout ce qui s'est passé, maintenant depuis les années 90 au Québec, sur le plan plus de la politique. Mais on parle aussi de, personnellement, lui, tu sais, les coups durs qu'il a mangés en politique, comment il a vécu ça de l'intérieur, comment il était comme un leader, tu sais, en étant chef du Bloc québécois. Puis j'aimerais dire aussi un gros merci au podcast Génération Oui, qui m'a aidé, c'est Marc-André ou Marc-Antoine, je crois, il m'a aidé à être en contact avec Gilles Duceppe. Fait que c'est vraiment très très apprécié. Un gros merci. Je vous recommande d'aller l'écouter, le podcast. C'est un podcast qui parle de la souveraineté du Québec, l'histoire du Québec, puis de la politique. Bref. Et c'est ça, Gilles Duceppe, il n'a pas pu rester ben longtemps, il y avait juste 1 heure pour nous accorder, mais ça a vraiment été très très apprécié, fait qu'un gros merci à Gilles Duceppe. Juste avant qu'on commence le podcast, encore une fois, si vous voulez m'encourager, allez vous abonner sur mon Patreon. Il y a tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, c'est pas cher, c'est 3-4 pièces pour vous autres, pour moi ça fait toute la différence. Et c'est au patreon.com/whatsuppodcast. J'aimerais ça dire aussi un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir en spectacle en fin de semaine. On était jeudi à Québec, vendredi à Chicoutimi, samedi à Jonquière. Ça a vraiment été tout un honneur de vous voir, de vous parler, d'entendre vos histoires. Pour ça, s'il y en a qui veulent venir me voir en show, il me reste 2 dates sur cette tournée-là jusqu'à présent. Le 8 mars à Drummondville, le 15 mars pour ma fête à Montréal au Club Soda. Je suis en train de vous préparer des belles surprises en première partie. J'aimerais ça que ça soit un bel événement comme ceux qui étaient venus me voir pour mon show Plus pour longtemps que j'avais fait en 2019. Fait que bref, sur ça, j'aimerais dire encore une fois, gros merci à tout le monde. Merci à procafetière.ca. Un énorme merci à Gilles Duceppe d'être venu sur le podcast. Merci au Patreon. Allez me voir en show, jeralain.com. Tous les billets sont là, toutes les infos. Ou sinon, on se voit la semaine prochaine tout le monde. Ciao. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Le podcast de cette semaine est une commandité de procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci à notre commanditaire cette semaine. Si vous aimez le café, amateur de café, faites affaire avec procafetière.ca. Cette semaine, je suis
très honoré de le recevoir sur le podcast. C'est un homme qui a dédié une grande partie de sa vie à la politique. L'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Un gros merci d'être sur le podcast. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Comme je t'ai dit avant l'enregistrement, je vais faire mon gros possible pour que vous voyez tout le long du podcast. Mais soyez indulgents. Des fois, je fais des bourdes. Fait que c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle de comment que le Bloc québécois il est né, comment qu'il est arrivé sur la scène politique. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Mitch. Mitch a été rejeté. Et là, à ce moment-là, tout s'est passé un peu curieusement. Il y a un ami qui est devenu mon chef de cabinet par la suite, qui a travaillé avec Lucien Bouchard, Pierre-Paul Roy, qui était en République dominicaine. Il possédait un hôtel là-bas. Il était venu à Montréal pour 2 semaines. C'est un ami depuis 66, 67, donc on se connaissait depuis longtemps. On était à 90 à ce moment-là, en avril. Alors, on soupait, lui, ma conjointe Yolande et moi. Et là, je lui ai dit, avec tout ce qui se passe à Ottawa, Mitch qui est en train d'être rejeté, j'ai l'impression que Lucien Bouchard va démissionner du Parti conservateur. Mm-hmm. C'est ce qui s'est produit quelques semaines plus tard. Et j'ai dit, il y a une élection partielle dans Laurier-Sainte-Marie, et c'est les libéraux qui vont gagner. Ça n'a aucun sens. Fait que Pierre-Paul m'a dit, ouais, mais qui c'est qui va y aller? Mais je suis prêt à y aller. Mais j'ai dit, es-tu fou? Je négociais l'hôtellerie dans ce moment-là. J'avais une 30aine de tables de négociation. Ben, c'est sûr, ils vont continuer mes négos, mais reviens au Québec pour quelques semaines, appelle notre autre ami Bob Dufault. Une 50aine on se connaît depuis la même période, puis préparer le terrain. Le moment venu, ben, j'irai. Ce qui fait qu'effectivement, Lucien Bouchard a démissionné. Il y a des conservateurs qui ont démissionné également avec lui, 4 autres. Et Jean Lapierre et Gilles Rochelot étaient très mécontents de l'élection de Jean Chrétien à la tête du Parti libéral. Ont démissionné du Parti libéral. Ils se sont joints à Lucien Bouchard. Et moi, j'ai rencontré finalement Lucien Bouchard un vendredi, c'était le 7 juillet. Ça faisait un peu trop, ça fait 60 heures que j'étais debout ce moment-là, en égo. J'étais retourné, j'ai discuté avec lui et ça cliquait parce que lui avait négociateur patronal, mais il connaissait c'était quoi un égo. Pendant qu'on se parlait, le téléphone sonnait, je devais répondre continuellement à ce qui se passait. Fait que ça a cliqué. Et je me souviens, je suis retourné chez moi, j'ai eu un appel négo d'urgence. Je suis reparti un autre 12 heures. Donc, j'ai fait un 72 heures consécutif. C'était quelque chose. Je m'étais couché et puis avec un verre d'eau blanc. Mon téléphone est blanc. Alors, Yolande m'a réveillé. Elle est venue me voir, elle dit, c'était un appel d'urgence de négo. Moi, au lieu de prendre le verre d'eau, le téléphone, j'ai pris le verre d'eau. Ah ouais? Fait que j'ai dit, donne-moi 6 heures. J'ai donné 6 heures, je suis parti négocier 20 heures. Vous étiez plus tout là. Et là, Lucien m'appelait, me disant, ben, venez-vous-en. On se tutoyait pas dans le temps. Mais j'ai dit, je dois finir mes négos. Gérald Larose m'appelait, président de la CSN, on va te remplacer. Gilles, vas-y. Je dis, non, moi, si je finis pas, j'y vais pas. J'ai fini lundi mes négociations, ce qui était une excellente convention pour tous les hôtels. Et le mardi, je prenais photo. Le mercredi, c'était l'Assemblée d'investiture. J'étais candidat. Puis la campagne a commencé. Mm-hmm. Et là, Lucien Bouchard et Jean Lapierre, surtout, ont travaillé sur un manifeste qui a été produit le 25 juillet du Bloc québécois. Mais moi, je me présentais comme indépendant. Le Bloc n'existait pas comme parti. Il sera fondé qu'en 91 à Sorel. Donc, l'élection, c'est Denis Coderre qui était mon adversaire libéral. Ah ouais? Et j'ai gagné, je pense, à 68%. Donc, je suis devenu député à Ottawa. Puis 3 ans après, ben là, c'était une victoire magistrale. On a gagné 54 sièges. On est devenu l'opposition officielle. J'étais whip du parti, même si je voulais pas ce poste-là, parce que c'était un poste pas facile de discipline. Alors, tu fais pas... Les autres députés, il y en a qui prennent ça dur, des fois, les décisions qui sont prises, puis c'est toi qui dois gérer. Donc, mais Lucien a insisté, donc j'ai pris le poste de whip. C'est quoi, whip? Qu'est-ce que ça veut dire? Whip, c'est celui qui dirige, mais qui s'occupe de la discipline dans le parti. Ah, OK. C'est-à-dire, puis les comités, qui coordonnent le travail en comité, qui s'occupent des voyages à l'étranger d'une délégation. Okay. Donc, ça whip en anglais, c'est fouette. Ouais. C'est en plein ça. Puis,
c'était vraiment votre première expérience de politicien. Est-ce qu'il y en avait avant? Ou... Avant, oui, parce que mais moi, j'étais vice-président de l'Union générale des étudiants du Québec en 1968 avec Louise Harel, Claude Charon, entre autres. J'avais été président de l'Association étudiante du Mont-Saint-Louis. Québec m'avait nommé président du Cégep Vieux-Montréal. J'avais 19 ans, le mettre sur pied. C'est ce qui est assez rare. Il y avait personne qui voulait le mettre sur pied. Fait que Québec a dit, ce gars-là, à la tête de l'association étudiante, il veut. On lui donne un bureau à l'Institut de technologie de Montréal, qui est une partie de l'UQAM maintenant en face des Beaux-Arts. Okay. Donc, j'ai été le premier président du Cégep Vieux-Montréal en même temps que j'étais président de l'association étudiante. Vous aviez beaucoup d'ambition? C'est pas une question d'ambition, c'était question de faire les choses. OK. Je trouvais que ça prenait un cégep pour que les gens qui avaient moins d'argent puissent étudier. Je me rappelais mon père qui avait été au collège Sainte-Croix, puis il s'était cassé le bras, donc il fallait qu'il paye l'autobus. Il était le 18e de la famille. Là, là ils ont dit, on veut que tu fasses un prêtre. Il dit, je veux pas, ils ont enlevé la bourse. Et ça l'a traumatisé, ça. Quand j'étais commencé en élément latin, il s'est levé, il faisait 3 semaines, 1 mois que j'étais là, puis il me réveillait à 2h du matin disant qu'il faisait des cauchemars. Parce qu'il rêvait qu'il parlait latin avec moi. C'était une blessure profonde. Fait que j'ai dit à ce moment-là, écoute, tu dis des choses intelligentes dans 2 langues. J'en connais un à Rome qui dit des niaiseries dans plusieurs langues. Va te coucher puis dors. Je parlais du pape, bien sûr. Ouais. Et puis, donc, c'était de faire des choses. C'était pas d'avoir un titre. Par exemple, j'aurais mieux aimé qu'on gagne le référendum que de devenir chef du Bloc québécois. Ouais, c'est sûr. Le référendum avant tout. Là. C'est ça. Et après ça, une fois que j'ai été vice-président à l'UGEC, en 70, j'ai écrivé le discours de Robert Burns. J'étais son organisateur politique lors de l'élection de 1970. OK. Je suis devenu directeur du magazine Le Quartier latin en 70. Par la suite, j'ai été volontaire à la Compagnie des jeunes Canadiens qui s'occupait de l'action sociale à travers le Québec et le Canada. Puis je suis devenu cadre de ça pour l'Est de Montréal. J'étais dans un comité d'action politique. Par la suite, j'ai fait une erreur en allant dans le mouvement marxiste-léniniste. Je l'ai faite, l'erreur. C'était, je pense qu'il y en a plusieurs qui avons fait cette erreur-là. En quoi c'était une erreur? C'est une erreur dans le sens que c'était pas démocratique. Le communisme, c'est pas démocratique. OK. Et je pense qu'on avait rompu avec l'Église, qui donnait les réponses à tout. Puis on est tombé dans l'autre piège. Le marxiste-léniniste qui donnait réponse à tout, c'est une autre forme d'Église. Ouais. Alors, j'en connais plusieurs. Il y en a qui l'ont dit qu'ils l'ont fait, puis ils l'ont connu. Il y en a qui l'ont caché. Et je me souviens, dans la campagne électorale de 90, il y a un journaliste qui m'a dit « Vous étiez dans le parti marxiste-léniniste? » Je dis « Ben oui, c'est là qu'on s'est connus. Vous y étiez vous aussi. » Salut donc. Et le premier scrum à Ottawa, au mêlée de presse, disons, on disait scrum dans le temps. Et on m'a posé la question, là, j'ai fait un 180 degrés. J'en connais d'autres qui étaient là aussi. Ouais. Puis d'autres questions. J'ai plus de questions? Ah! Alors, il y a des gens d'affaires qui étaient là, il y a des journalistes importants, il y a des gens dans différents partis politiques à Ottawa et à Québec qui ont fait partie de ça. C'était une erreur, moi je l'ai reconnu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a collé à la peau quand même un bout de temps? Quand je me suis aperçu vraiment de ça, j'ai appris une chose par ailleurs. J'ai travaillé pendant 4 ans, moi, au Royal Victoria, préposé aux bénéficiaires dans la salle d'opération, soins intensifs. J'ai appris à connaître ce que vivaient les gens. Ça, c'est important, parce que je suis devenu négociateur à CSN quand j'ai rompu avec le mouvement marxiste-léniniste. Et pour bien négocier, il faut savoir écrire, bien sûr. Il faut savoir compter aussi. Mais avoir vécu ce que vivent les gens pour qui tu négocies, c'est important aussi. Tu comprends mieux la réalité. Ce qui fait que j'ai jamais eu de grève, moi, dans aucun de négocier plus qu'une centaine de conventions. Jamais eu de grève de bonnes conventions. Et donc, j'ai été à la CSN. J'ai été organisateur par la suite pour Jean Doré à la mairie de Montréal en 86. Donc, j'avais une expérience politique. J'aurais pu me présenter en 70. René Lévesque lui-même m'a fait un comté. Ah ouais! Puis, mais j'avais 23 ans. Et c'était un peu jeune? M'appelait, c'est que j'étais connu pourquoi. J'étais passé souvent à la télévision pour l'UGEC, mais j'étais surtout le fils de Jean Duceppe. J'avais 23 ans.
je vais gagner uniquement sur mon nom. Il faut que je fasse autre chose avant. Faut que je fasse des preuves. J'ai refusé. avant. J'aurais été élu parce que celui, c'était le comté. C'était un comté que personne ne voulait. Il pensait qu'on perdait, Sainte-Marie. Finalement, on a gagné dans Sainte-Marie en 70 avec un monsieur Tremblay qui s'appelait. Par la suite, quand je me suis présenté en 90, j'avais 43 ans déjà. Donc là, j'avais fait des choses. Je pouvais m'assumer moi-même. Mais et je m'étais dit, quand l'évêque est mort, ça m'avait vraiment frappé. Là. J'en pleurais, je regardais ça à la télévision. J'avais pris une bouteille de scotch, puis ça se peut pas que j'ai été dans le mouvement ML plutôt que d'être resté avec. Parce qu'on avait des assemblées de 2000 personnes. Je dis pas qu'on aurait changé les résultats du 80, mais 2000 militants bien organisés qui se dévouent, qui auraient travaillé, ça aurait renforcé le Parti québécois puis la cause. C'était une erreur. Vous avez Alors, aimé ça parti. Ben là, je me suis dit, je vais-tu passer le reste de ma vie à me mettre de la cendre sur le dos? Moi, non, je fais quelque chose. Je me rappelais qu'André Laurando, de la commission Laurando-Longton, directeur du Devoir, Pierre Dansereau, qui était un scientifique et un militaire connu, avait été dans Jeune Canada. C'était un groupe antisémite de droite en 1940, à contre les Juifs. Et puis, eux se sont excusés. Pierre Elliott Trudeau faisait partie du même groupe, il ne l'a jamais reconnu. Moi, je vais le reconnaître, puis il faut que je répare ses erreurs. L'occasion s'est présentée, mais je courais pas après ça. Mais là, comme je le dis, il y a des gens qui se demandent dans la vie, est-ce que c'est avoir ou être? Moi, ça n'a jamais été avoir ou être, c'est faire. Quand vous dites vous êtes excusé, c'est de faire partie du mouvement marxiste. C'est ça que vous voulez dire? OK. Ah, fait que, dans le fond, vous êtes en train de me dire que vous aviez un peu regretté de ne pas avoir fait partie du mouvement du Parti québécois. Mais pas rester là. Bon, j'y étais. Dès 70, j'étais souverainiste, puis j'aurais pu continuer dans mes comités d'action politique, dans les comités de citoyens. On avait mis sur pied SOS Garderie, qui sont devenus les CPE par la suite. Des comptoirs alimentaires, des cliniques médicales pour les ouvriers. Donc, on a fait beaucoup avec les comités de citoyens et les comités d'action politique dans les comtés comme dans les quartiers comme Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Jacques, Saint-Henri. Il y a encore la clinique médicale Saint-Henri qui existe. Celle-là est demeurée malgré les CLSC. Or, donc, il y a des très bonnes choses qui ont été faites, mais c'était pas nécessaire d'être communiste pour faire ça. Mais je me souviens aussi, dans un documentaire que j'avais vu, que aussitôt que le Parti québécois a rentré pour la première fois, je pense que c'était en 74. 76, hein, gars, 2 ans. Mais que ça a tellement bien été que ils ont tellement réussi à changer les choses pour le mieux pour le Québec que ça a quasiment joué contre eux autres pour le référendum parce qu'ils se disaient, ben là, quoi ça nous sert de sortir de là? Ça va tellement bien. Je pense pas ça. Non? Non. Moi, je pense que quand le SAGE est arrivé, il a changé beaucoup de choses avec la Révolution tranquille. On a Hydro-Québec, les soins de santé, l'éducation avec Paul Gérin-Lajoie qui a fait un travail extraordinaire, création de l'Université du Québec par la suite sous l'Union nationale de Johnson, mais en raison du rapport parent. Et il y avait le slogan en 66 de Pierre Bourgault du RIN. Le slogan, c'était « On est capable ». Alors, quand les gens disent « On améliore les choses, donc on n'a pas besoin de changer », c'est faux. C'est comme dans la vie. Si tu viens de te séparer, tu apprends que tu as un cancer, que tu fais faillite, as-tu le goût de partir à autre chose? Tu te sens pas en forme pour partir à autre chose. Si par ailleurs, tu as une vie de famille heureuse, tu es en pleine forme physiquement, puis tu viens de réussir en affaires, ben tu dis oui, je vais faire autre chose. Ouais, t'es rempli de donc, confiance. tu viens de te prouver que tu es capable. En améliorant les choses comme le fait le Parti québécois, c'est de se montrer qu'on était capable. C'était une seconde révolution tranquille que de 76 à 84, mais surtout de 76 à 80, les transformations qu'il y a eu de façon majeure au Québec, nous parlons de la loi 101, je pense, moi, c'est... sinon, c'est la politique du pire. Si ça va très, très mal, les gens vont avoir le goût de changer. Moi, je dis la politique du pire est la pire des politiques. Puis quand le Bloc québécois, si on en revient avec ça, c'est Lucien Bouchard qui est à la tête, mais au début, c'était pas supposé être
un parti qui est sur le long terme. Là. C'était juste supposé être... Ben, on espérait gagner Ouais. le référendum. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? La démocratie, c'est quoi dans le fond, là? C'est des citoyens et des citoyennes qui accordent leur droit de parole à d'autres hommes, d'autres femmes et leur droit de vote qui vont le faire au Parlement en leur nom. Mhm. C'est ça, la démocratie. Et Donc, il faut représenter, que toutes ouais. les tendances soient représentées. Si le Bloc québécois n'était pas à Ottawa, actuellement, on a 35 de souverainistes dans les sondages, je pense. Mais il y a 35 des citoyens du Québec qui ne sont pas représentés. Pas démocratique, ça. Mhm. Alors, moi, j'ai toujours dit que l'histoire d'humanité nous montre qu'il n'y a rien de surprenant, il n'y a que des choses inattendues. Que le mur de Berlin soit tombé, c'est pas surprenant. Tout était là pour qu'il tombe. Ça n'a pas de sens qu'il y ait un mur séparant Berlin. Mhm. Pourquoi c'est arrivé en novembre 89? C'est qu'il y a un nouveau dirigeant de l'Allemagne de l'Est, ça fait 3 jours qu'il est là, qui dit bientôt les gens pourront traverser. Le monde dit ouais, mais c'est à soir. Puis ils ont démoli le mur parce qu'ils étaient prêts à le faire. Mais il faut saisir l'occasion. En 73, l'élection, le PQ, 7 députés, et en PR1, il tombe à 6. Les libéraux sont 102. Le journaliste qui aurait écrit « Dans 3 ans, le PQ prendrait le pouvoir », on aurait dit « Va ton chien écrasé, ça tourne pas rond. » C'est un fêlé. En 89, la souveraineté était à 20%. Lucien Bouchard, c'est un ami personnel de Brian Mulroney. Ils ont étudié ensemble, ils sont amis. Il était ministre important des conservateurs. Le journaliste qui aurait écrit « Dans 1 an, la souveraineté sera à 65%. Et Lucien Bouchard deviendra le chef d'un parti souverainiste. » On a dit « Ça tourne pas rond, mon chum. Mhm. C'est pourtant ça qui s'est produit. Mhm. Or, il faut jamais On sait jamais de ce qui peut abandonner. arriver, ouais. Il faut être prêt à saisir les occasions. Mhm. Et quand les gens nous disent, bon, le peuple a toujours raison, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je dis, le peuple a tous les droits, dont celui de se tromper. Mhm. Si on dit que le peuple a toujours raison, il n'y a plus d'opposition. Donc, Trudeau vient d'être élu, ou Harper en chambre, toi, tu te lèves, tu es élu. Tu peux pas dire qu'il a tort, le peuple est élu. Mais non, tu le contredis. Ça veut dire que tu dis que le peuple n'a pas raison, puisqu'il a été élu majoritairement. Mhm. Mais c'est qu'il a tous les droits. Il faut que tu respectes toutes les décisions du peuple, même celles qui sont erronées ou celles qui font pas ton affaire. Dans la mesure où ces décisions-là respectent les grandes règles démocratiques qui sont inscrites dans la Constitution puis dans notre système de droit. Là. Exemple, en Chine et en Russie, ça n'existe pas, ça. Mhm. Ils n'ont pas de démocratie. Là, vous parlez des règles et de la démocratie. Ça me fait penser au référendum qu'on s'est fait voler en 95. Vous êtes élu au Bloc québécois. Comment que vous avez vécu ce vol-là? Ben, c'était dur parce que par ailleurs, revenir sur ça et dire il faut revoir le résultat, c'était comme revenir sur le but de côté avec les Nordiques. Là. C'était peut-être pas bon, mais c'est fini. Ouais. On l'a perdu. Mais Ottawa n'a pas respecté les règles au Québec. Moi, j'étais commentateur à ce moment-là à Canada AM, à CTV, tous les jeudis matin. Et quand on a vu qu'Air Canada donnait des billets de $100 Vancouver-Montréal, Montréal-Vancouver, pour venir au Love-In à Montréal, moi, j'ai appelé Air Canada, je devais aller à Vancouver, Montréal-Vancouver, Vancouver-Montréal, ça coûte 500$. Ils ont dit, ben non, c'est 600. Mais je commence à faire que Vancouver-Montréal, Montréal-Vancouver, c'est 100. J'ai le même droit. Ils n'ont jamais voulu. Ouais. J'ai niaisé, là. Ouais. Mais ils n'ont pas respecté les règles. Mais il faut se reprendre, être plus exigeant sur ça la prochaine fois. Et on voit qu'il y a des modifications actuellement. Là. Tous les fédéralistes, les leaders, là, chefs de parti, reconnaissent maintenant qu'un Québec souverain est viable. Ouais. C'était pas le cas en 80, c'était même pas le cas en 95. Maintenant, ils sont forcés de reconnaître que oui. Mm-hmm. Et moi, j'ai parlé souvent à l'Economic Club à Toronto. Je leur disais, écoutez, vous n'êtes pas pour la séparation du Québec. Mais how many of you will say I'll stop making business with Quebec if they're a sovereign state?
Lift your hand. Hein? Levez la main, ceux qui disent « J'avais arrêté de faire des affaires avec le Québec ». Ben non, ils n'ont pas levé la main. Parce qu'on achète plus d'Ontario qu'on vend l'Ontario. Par ailleurs, on vend plus aux Américains qu'on achète des Américains. C'est ça le marché. Donc, ils n'ont pas intérêt, les États-Unis, l'Ontario, à dire on ne fait plus d'affaires avec le Québec. C'est un marché pour eux autres. Ben oui, ça. On va se dire money talks, hein, comme on dit en latin. Là. Ouais, l'argent, tout le temps. Je parlais au Woodrow Wilson Institute à New York, puis là, il me disait, voyons non, le Québec va être au milieu du Canada, l'Ontario, les Maritimes d'un bord, c'est pas viable. Là, j'avais-vous, c'est tous des universitaires, là. J'avais-vous un autre exemple. Ben, le Pakistan, il y avait le Pakistan oriental, le Pakistan occidental, puis le Pakistan occidental est devenu le Bangladesh. On dit, vous voyez, c'est pas possible. Ben oui, mais je dis, comment ça s'appelle, that small piece of land, cette petite pièce de terre, là, entre l'État de Washington et Alaska State, là? Ça s'appelle pas le Canada, par hasard? Oui, j'avoue de la misère, de passer de Washington State en Alaska. Puis c'est quoi le nom de la petite rivière entre Hawaii puis l'État de la Californie? Ça s'appelle-tu l'océan Pacifique, ça? Ils ont dit, ouais, on n'a pas pensé à ça, mais je pensais-y. Voyons. Quelle magouille qui a été fait du Parti fédéral, tu sais, vous en avez nommé une, tu sais, celle avec Air Canada. Ouais. Mais quelle autre magouille qu'il y a eu? Parce que là, ils n'ont pas respecté le financement, ils l'ont pas déclaré. Et la Cour a déclaré que le fédéral n'était pas tenu de respecter les lois des provinces. Alors, ils ont financé le Love-In à Montréal. Ça a dépassé. C'était le total maximum que le camp du oui ou du non pouvait verser. Il y a des règles. Ils n'ont pas suivi du tout. Ils ont devancé les citoyens, les immigrants en attente de citoyenneté. Ils ont fait ça à vive allure pour leur donner tout de suite leur citoyenneté puis les encourager à venir voter non. Puis ce monde-là, je les blâme pas. Je les blâme pas, là, parce qu'ils arrivent ici. Ah ouais, eux autres, ils vont le meilleur dans leur intérêt. Ils viennent... ils savent, tout ce qu'ils savent, là, c'est qu'ils viennent au Canada. Ouais, ils sont pas au courant des problèmes politiques qu'il y a ici. Et ceux qui viennent d'Afrique, d'Haïti, ils n'ont pas choisi le Québec pour le climat. Là. Peut-être ça va changer avec le réchauffement climatique, là, mais ils sont venus ici parce que économiquement, ça ne marchait plus ou politiquement, ils étaient persécutés. Donc, je les blâme pas. Mais là, ils ont eu de la chicane chez eux. Ils sont tombés dans la chicane ici. Ils connaissent pas ce qui s'est passé. Je les blâme pas du tout. Mais que le fédéral a accéléré à ce rythme-là l'octroi de la citoyenneté, ça, c'était du trucage. Là. Est-ce que le fédéral disait, genre, il faut que tu votes non ou... d'une manière indirect. Okay. Il n'y a pas de publicité. Chers immigrants, votez non. La publicité, ça votait non pour tout le monde. Là. Ça, c'est OK, c'est normal. Ils faisaient leur publicité comme on faisait la nôtre. Là. Ouais. Pourquoi qu'il n'y a rien eu, comme par la suite, il y a eu la commission, tu sais, le scandale des commandites qui est sorti, mais pourquoi qu'il n'y a comme rien eu là-dessus? Tu sais, il y a eu la loi qui a été apportée sous la clarté. Ouais. La Cour suprême a regardé ça. Donc, quand il parle de majorité significative, je pense qu'il faut le prendre d'exemple de ce qui s'est passé, par exemple, quand il y a eu la Yougoslavie qui s'est séparée en plusieurs territoires qui sont des pays aujourd'hui, puis le Monténégro. Alors, le Monténégro, j'en débattais à la télévision avec Stéphane Dion à ce moment-là. Le Monténégro, ils ont demandé aux gens qui étaient pour avoir un référendum quel doit être le pourcentage pour que ça soit accepté. Alors, mais ils ont demandé aux partis du Monténégro seulement, pas aux partis qui étaient en Serbie, auquel appartenait le Monténégro à ce moment-là, de prendre position. Eux ont décidé que c'était à 55%. Donc, si au Québec, on prenait c'était les accords de Venise, demander de choisir un pourcentage, puis ils s'engagent à respecter le pourcentage. Or, demandons aux partis du Québec, uniquement un parti qui siège à l'Assemblée nationale, pas ceux d'Ottawa, si on veut prendre l'exemple du Monténégro qui nous ont mis dans la face quelque temps, et demandons-leur quel pourcentage ils vont respecter. Or, tous les partis au Québec ont dit c'est 50% plus 1. C'est réglé, ça. Faire la même chose que le Monténégro que vous avez appuyé, certainement. 50% plus 1. Si c'est bon pour le non, c'est bon pour le oui. Habituellement, c'est comme ça marche, non?
il avait pas fait voter du monde qui devait pas... Ah, ben ça, il y a eu certains endroits que les gens n'avaient pas nécessairement le droit de vote. Il y a eu des enquêtes sur ça. Qui ont voté 2 fois. Ah, oui, il y a eu ça aussi. L'enquête a été faite, mais ils en ont conclu qu'on ne pouvait pas renverser le résultat pour autant. Là. Votre opinion sur la commission Grenier? Ben, moi, je pense qu'ils ont fait l'analyse de ce qui s'était passé. Ils ont dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer. Mais une fois qu'on a fait ça, là, le résultat est là. Ça fait même, on ne peut pas réécrire le passé. Il faut en tenir compte pour être mieux organisé dans l'avenir. C'est simple comme ça. Parce que la commission Grenier, ils veulent pas... Tu sais, c'est... Dévoiler. Ouais, c'est ça, là. Mais là, on va voir. Là, on va voir en vertu de la loi. Puis... ça, l'Assemblée nationale va exiger. Comment éviter que ça se reproduit, les magouilles du fédéral? Je pense que le fédéral hésiterait beaucoup, ça jouerait contre lui ce coup-ci. Parce que la preuve a été faite, plus le scandale des commandites qui est sorti par la suite, ça serait une erreur majeure de leur part. S'ils la font, tant mieux. On a eu l'expérience, on pourra dénoncer. Ça va nous donner d'autres munitions. On pourra dénoncer immédiatement, oui. Tout à fait. Fait que ça serait de même qu'on pourrait les éviter. Mais moi, je pense, puis d'autre part, faire comprendre au Canada anglais, il y a 2 grands courants depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une quarantaine de pays qui existaient à l'époque. On est rendu à 200. Donc, on a vu des peuples se donner leur propre pays. Décolonisation de l'Afrique, entre autres, puis de l'Asie également. Donc, ce sont des pays qui sont nés. Puis ces mêmes pays-là s'unissent dans de grands ensembles économiques, comme l'Union européenne. Moi, je pense que l'avenir logique pour le Canada, le Québec un jour, une fois que le Québec sera décidé de devenir un pays, c'est de dire on devrait former une union, on peut appeler ça l'Union canadienne, avec peut-être 5 pays, qui seraient la Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, le Québec, les Maritimes, comme l'Union européenne. Mais des pays, cependant. Mettre des choses en commun. C'est ça. C'est Mitterrand qui disait pour participer pleinement à un grand ensemble, il y a une condition incontournable, c'est d'exister. Alors, il faut exister, on peut participer. Puis l'Union européenne, je pense, moi, ils ont été ils ont accueilli trop rapidement un certain nombre de pays qui n'avaient pas d'expérience démocratique, ce qui n'est pas le cas au Canada. Ils ont la bureaucratie de Bruxelles, on n'a pas besoin de ça, on en a assez déjà. Donc, on peut tenir compte des erreurs de l'Union européenne et s'inspirer des bons coups. Moi, je pense que dans 150 ans, le monde, ça va être comme ça. Il va y avoir 3-4 grandes unions économiques à travers le monde avec beaucoup de pays indépendants en faisant partie, avec une monnaie commune dans chacun de ces grands ensembles-là. Puis il restera le cas très problématique, je suis pas sûr que ça sera réglé, de la Russie et de la Chine. Parce que ça serait le plus logique, dans le fond? Ben, ça serait logique dans le sens que... Puis le plus profitable. Ben, c'est moi, le jour que le Québec est aussi indépendant que la France, l'Italie, l'Allemagne, là, pas de problème avec ça, moi. Ben ouais. Il faut exister, par exemple. Il faut exister. Puis tu sais, du jour au lendemain, c'est sûr qu'il faut faire encore des affaires avec le Canada si on devient un pays. C'est leur intérêt aussi. Oui, c'est ça. Je parlais de l'Economic Club tantôt à Toronto. Il n'y en a pas un qui a levé la main en disant je vais arrêter de faire des affaires avec le Québec. Mais voyons donc. Ils nous vendent plus l'Ontario qu'on leur achète. On a tout ce qu'il faut pour bien diriger l'économie et participer pleinement au marché commun. Et d'ailleurs, n'eût été du Québec, ce qui est devenu l'ALENA, l'entente économique entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, n'aurait pas existé. Le reste du Canada, en majorité, votait contre. C'est le Québec qui a fait élire Mulroney. C'est pour ça que l'entente a été conclue. Donc, on veut exister, mais on veut faire partie de grands ensembles économiques, comme l'entente avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. En 97, vous devenez chef du Bloc québécois. À la suite du départ de Lucien Bouchard. Oui. Ça, est-ce que c'était dans vos plans? Est-ce que... Non, parce que idéalement, ça a gagné 95. Après ça, je sais pas ce que j'aurais fait. Là. Peut-être que je serais continué en politique, peut-être pas. Je peux pas venir ça. C'était l'unique but, c'est ça, c'était de gagner pour le référendum. En 97, si Michel Gauthier était resté chef, Michel est excellent en chambre. Cependant, il parlait
à peu près pas anglais. Donc, c'était très difficile pour lui. Et ça l'insécurisait de rencontrer les journalistes. Parce que... Il y a un débat des chefs. Des débats, puis tout ça. Ouais. Ça fait que... Parce que si Michel était resté chef, est-ce que je serais resté à Ottawa? Peut-être que je serais venu à Québec avec Lucien, je ne sais pas. Tu sais, c'est plein d'hypothèses. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que Michel pouvait pas être chef. Et que là, j'ai gagné la course à chefferie. Je suis devenu chef du bloc. Mais c'était pas prévu. Moi, je veux pas passer mon temps à prévoir des choses puis dire, m'a calculé, m'a être là à tel moment donné. C'est peine perdue, ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Ouais. Quand on sait ce qu'il y a à faire, c'est qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour réaliser ce qu'il y a à faire? C'est la seule question que je me pose. OK. Puis ça a été une grosse campagne, même une campagne assez difficile. Pas facile, mais Chrétien a vu ça tout de suite. Il a déclenché, ça fait 3-4 semaines que j'étais chef. T'es pas prêt. La majeure partie, beaucoup des adjoints étaient partis à Québec avec Lucien. OK. Lucien Bouchard, donc il fallait reconstruire l'équipe, on n'était pas prêt. Il a fait le même cas Stockwell en 2000. Il venait d'être élu, il a déclenché une élection. Il était très habile, Chrétien, à faire ça. Donc, ça n'a pas été une campagne facile, mais c'est peut-être une des choses que je suis le plus fier. Il y en a plusieurs qui ont relâché après ça. Moi, j'ai continué, puis ça a renversé à vapeur. Par la suite, j'ai fait 17 débats des chefs. Je suis sûr que je suis dans le Guinness, là. Et j'avais dit, j'aimais mieux les débats en anglais qu'en français. Les journalistes, ils ont dit pourquoi? Parce qu'en anglais, j'ai compris, puis en français, je comprends pas toujours. Est-ce qu'ils parlent tellement mal? Mais tu sais, comprendre des fois, il faut que tu répondes. Je me souviens, Alexa McDonough a parlé de il faut que j'y réponde. De casser qu'elle parle. C'était incompréhensible. Puis à la fin de son intervention, elle dit logement social, j'ai parlé du logement social. Et Seigneur, j'avais rien compris. Il fallait que je réponde. Si tu dis j'ai pas compris, t'as l'air un peu fou. Si tu dis réponds en anglais. Quelque chose d'autre chose. Tu réponds, c'est un sujet qui n'est pas du tout celui qu'elle a soulevé. T'as l'air fou aussi. C'était. Fait comment vous en sortiez? C'est quoi vous faisiez? En français, il fallait être très, très attentif à ce qu'il essayait de dire. C'est ça. Bon, il n'y a pas de problème avec Jean Charest, pas de problème avec Chrétien. C'est de voir les autres. Là. Alexa McDonough, Henry McLaughlin, ça parlait pas très bien. Layton, un peu mieux. Mieux, pas mal mieux, oui. Harper se débrouillait très, très bien, mais il y en a que c'était... alors qu'en anglais, ça roulait vite, parce qu'ils parlaient tous anglais. Et puis moi, j'ai pas de difficulté en anglais, donc j'avais... Puis comme on dit en latin, les one-liners en anglais sont plus faciles à faire qu'en français. OK. Une ligne, un punch, quasiment. C'est ça. Je me souviens, Chrétien, en 2000, il était toujours à ma droite parce qu'il est sourd de l'oreille droite. Ça fait que, pour bien comprendre. Puis là, il était parti. I did this, I did that, I did this, I did that. Il arrêtait pas. Je dis, wait a second, you sure didn't invent Internet? Il a bloqué bien sûr, bien dur. Puis le Globe and Mail m'a donné vainqueur. Puis il sous-titrait You sure didn't invent Internet. C'était une ligne. Mais était... ça doit être important, pareil, dans ces moments-là, là, tu sais, faut que tu sois vraiment à l'écoute. Ça dure 3 heures, là. Il n'y avait pas aussi Justin Trudeau qui m'a amené, vous avez appelé mon amour. Oui, il était à ma gauche. Je suis retourné, c'était en 2015. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? C'est... Il voulait dire mon ami ou de quoi? C'est ça, je sais pas. Il y a quelques difficultés avec son français. Il est meilleur en anglais qu'en français. Oui, c'est pour en revenir justement à ce moment-là, en 97, dans un article, vous avez dit que vous aviez des fatigues extrêmes aussi à ce moment-là, que même durant un débat, que vous avez vu blanc, puis les genoux vous ont lâché. Oui. Mais ça arrive. Ou à un autre débat, ils avaient oublié de mettre des tapis. On était sur l'asphalte. Sur le ciment, c'est-à-dire. OK. Alors, on est tous sortis, on avait les jambes grosses comme ça. Et 3 heures debout à même place, là, sur le ciment, c'est dur, ça. Alors, rester concentré, focus. Rester concentré, puis
Ça peut être des fois de la fatigue extrême, mais faut que tu passes à travers ça. Puis, j'ai fait 2 fois des 48 heures non-stop, le tour du Québec en avion, sans arrêt. Là. Des assemblées de nuit. J'allais visiter des usines de nuit quand les gens travaillaient de nuit. Ah ouais, puis c'est quoi, vous dormez dans l'avion? 1 heure là, une demi-heure là. Mais ça peut être très dur, la politique. Je me souviens de voyages qu'on a fait, les parler en Irlande. Puis en Belgique, une fois, je pense, ou en Hollande, Irlande puis Hollande, on est parti de la chambre, on a pris inauguré le musée, un musée des vétérans à Ottawa. On a pris l'avion, on était rendu là-bas, on a fait nos discours, on a pris l'avion, on est revenu en chambre en 36 heures. Ah, Seigneur. C'est rapide, ça. Ouais, c'est chargé. Ah ouais, faut tu te mets de tenir en forme. Ah ouais, mais vous avez maximisé il faut, la journée. Ça prend une grande discipline. Moi, j'apportais mes lunchs à Ottawa pour pas aller au restaurant. Parce que tu vas au restaurant, tu risques de prendre de l'alcool. J'en prenais pas au condo. J'avais un condo avec 2 adjoints, des amis. Donc, pas d'alcool dans la semaine. J'allais au gymnase tous les jours. Est-ce que c'était de quoi qu'il y avait beaucoup à l'époque, des politiciens qui buvaient? Ben, un bout de temps, quand je suis arrivé, moi, il y avait même un bar dans l'antichambre. Non, il est arrêté, ça fait 2 ans qu'il n'avait plus. OK. Mais c'était un bar dans l'antichambre. Ouais. Et certains avaient un gros problème avec ça. C'était des problèmes dans tous les partis. Les gens sont loin, puis... fait qu'il faut avoir une grande discipline, grande discipline. Puis ils veulent décompresser, j'imagine. Mais moi, je pense que c'est... Tu sais, j'étais au bureau à 7h moins quart le matin. Je me couchais vers minuit. Je lisais tous les soirs. Je dormais 6 heures. Puis j'avais conservé 50% des tâches ménagères chez nous. Ça fait qu'avant de partir, je faisais tous les repas de la semaine de la famille. Parce que ma femme était très occupée aussi. Les 2 enfants étaient à la maison. Donc, j'aimais mieux ça de même. Tu te sens pas coupable dans ce temps-là. Tu laisses pas tout à ta femme, là. Mais quand je disais ça dans mes députés avec leur femme, ils étaient pas contents. Ah ouais? Ils disaient que tu fermé ta gueule, ma femme, elle veut que je fasse les repas. OK. Ah ouais, c'est ça. C'est comme quand j'annonçais à mes abonnés que j'avais comme fiancé ma copine. Ben, puis là, ils me disaient... Hey, je suis content pour toi, mais là, tabarnak, tu me mets de la pression, là. Là, ma blonde, elle attend ça, là. Ouais. Non, c'est... mais il faut avoir de la discipline. Et mon fils qui est député a le même genre de discipline. Parce que c'est une famille, puis c'est important. Ouais. C'est ton... c'est là que tu as le plus de solidarité. Tu peux te confier. À cette époque-là, en 97, c'est ça, dans l'article que vous parliez, c'est que justement à ce débat-là, il avait fallu que vous cogniez les chevilles ou tapez les chevilles pour être capable de revenir. Justement. C'est revenu, ils ont placé. Ah ouais. Puis c'est la même année que... Il faut pas que tu paniques dans ce temps-là. Non, Madame Lamarche, elle était tombée d'un pomme, bien sûr, l'animatrice. Ah ouais? Dans un débat. On voulait interrompre le débat. Puis, c'était un débat où là, ça marchait bien. J'étais en train de renverser la vapeur. Elle tombe d'un pomme. T'es comme tabarnak. Fait que c'est malheureux pour elle. On a repris il manquait 1 heure à ce débat-là. On l'a repris une semaine plus tard. C'était... mais il faut faire face à ça. Mais ça, il y a d'autres personnes qui vivent des choses semblables dans leur vie, dans d'autres emplois, qui ont du travail très difficile à faire. Stressant. Puis il y en a qui ont des fois 2 emplois, puis salaire minimum, mais c'est pas plus facile, ça, là. Qu'est-ce qui était le plus difficile de la vie de politicien? La vie de politicien, je pense que c'est d'être loin de sa famille. Ça, c'est pas facile. Moi, je partais habituellement le dimanche soir, je revenais... le vendredi. Après ça, Yolande a eu un cancer en 2003. Ça fait que j'ai décidé de partir le lundi matin à la place, passer une nuit de plus à la maison. Là. Et de revenir le jeudi soir. Alors, de concilier tout ça, de pouvoir maintenir un bon équilibre
avec l'ensemble des députés, les écouter. Au bloc, il n'y a personne qui parlait à des journalistes disant il s'est passé telle chose, telle chose. Les gens disent comment c'est ça qu'ils font pas ça? Mais c'est parce qu'ils pouvaient tout dire en caucus. Quand ils n'étaient pas contents, ils te le mettaient en face. OK. Puis c'est correct, ça. Vous aviez installé ça? Ah ouais, puis nous autres, il y avait peu de... 2 adjoints qui parlaient. C'était uniquement un député qui était là, plus 2 adjoints. Pour prendre les notes. Et, Tout le monde a le droit à sa place. Puis oui, puis il n'y a pas de... Il n'y avait aucun interdit de parler, puis il n'y a pas de vote dans le caucus. Tu dis, bon, le consensus, c'est ça. Puis c'est arrivé 7-8 fois, mais je dis, toi, tu as dit que le consensus, c'était ça, mais ça fait 2 semaines que tu parles contre ça. Fait que donne donc ton point de vue. Fais pas semblant que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Je veux savoir ce que tu penses. Puis quelquefois, j'ai dit, une chance tu l'as dit, parce que c'est moi qui ai tort, c'est toi qui as raison. Ah ouais? Mais ça crée la confiance. Mais c'est à ouais. ça. Moi, ça me dérange pas d'avoir tort. J'aime autant avoir raison. Ouais, C'est un autre qui me l'a fait comprendre que de continuer dans l'erreur parce que tu penses que tu es supérieur. Ça marche pas, ça. Est-ce que c'est ça les bonnes qualités d'un chef de parti politique? Ben, je pense qu'il faut savoir écouter les gens, être proche. Quand t'es pas d'accord, le dire, pas faire semblant. Quand des gens font des erreurs, il y en a des fois qui ont fait une erreur de me voir, ils disent, t'es pas pour me contredire, mais j'écoute, là. T'as eu l'air niaiseux, je suis pas pour avoir l'air niaiseux, moi aussi. On dit que je suis pas d'accord, tu t'es trompé, c'est fini là. L'important, c'est pas de viser à faire la première page d'un journal. Je leur avais dit une fois, si vous voulez, j'ai un truc infaillible pour faire la première page d'un journal. Et là, ça écoutait. J'allais au forum, pour une partie de hockey du Canadien, puis entre la première et la deuxième, traversais l'Atlas tout nu. Vous allez voir, vous allez faire la première page. Pas sûr que c'est bon, par exemple. Non, faut pas courir après les médailles. Faut faire le travail, puis c'est tout. C'est ça qui fait un bon politicien? Mais moi, je pense qu'il faut avoir de la franchise, dire ce que l'on pense, penser ce que l'on dit. Assumer ses convictions? Assumer les convictions, puis pas dire l'inverse de ce que l'on pense ou changer d'idée à la dernière minute. Mettons, moi, je m'entendais très bien avec Harper. Je pensais pas la même chose, pas en tout. Mais c'était clair. Voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Puis j'avais négocié avec bien sûr des négociateurs patronaux de l'autre bord de la table. Une fois la négociation finie, j'essayais pas de leur vendre une carte du syndicat. On n'a pas les mêmes intérêts. Mais cachons-nous pas les choses. Alors qu'avec Jack Layton, j'avais du plaisir au gymnase. Mais Jack, tu lui demandais comment tu votes. Si les libéraux votent oui, je vote non. Si vote non, je vote oui. C'est pas fort. Ça, ça tenait les négociations, on préférait qu'il soit pas là parce qu'il sortait pendant qu'on négociait. Puis il appelait les journalistes pour dire ce qui se passait. Que là, on a dit on va négocier tout seul. Harper, Martin, Chrétien ou moi. C'est parce que c'est pas possible de faire ça. Par ailleurs, c'est un maudit bon gars en dehors de la chambre. Ouais, tu juges pas le côté humain. On demandait, nous, une semaine avant nos demandes budgétaires, on les rendait publiques. On ne pouvait pas, après ça, dire le contraire de ce qu'on avait affirmé. Donc, tu viens, une année, j'avais demandé 3,9 milliards. Je me suis fait tomber dessus par les journalistes. Il y avait une élection au Québec en même temps. Mais je négociais avec Harper, on était chez 3,3 milliards. Donc, quand on était le chercher, c'était bon. Que ça vienne d'Harper ou d'autres, c'était pas ça, c'était un rapport de force. Puis, je l'ai appuyé, ce budget-là, moi. J'obtenais ce que je demandais. Vas-tu dire non? Mais non. Il dit oui. Là, je vois le temps qui avance quand même assez rapidement. Ouais. Fait que, tu sais, vu que tu as parlé de Jack Layton, on peut aller sur ce sujet-là parce que ça a vraiment bien été les campagnes au fédéral, tu sais, pour le Bloc. Il y a peut-être une année en 2000 où il y en a eu un peu moins à 38 députés. Mais après ça, tu sais, ça s'est quand même continué, tu sais, 2004, 2006, 2008. Mais c'est là, en 2011, tu sais, il y a eu la vague orange. Puis vous vous êtes ramassé à 4 députés. Ouais. Ça, comment qu'on prend ça? Très dur, parce qu'on a fait des erreurs dans ça. Parce que 3 semaines avant, on avait 15-20 points d'avance. Puis là, c'est tombé de même. Là. Ouais. Alors, on n'a pas attaqué le NPD suffisamment. On pensait pas que c'était sérieux. Non, erreur majeure, ça l'était. Les gens ne voulaient pas vraiment Harper. Ils se disaient, pour qui va-t-on voter? Ignatieff, ils ont eu un 30 députés libéraux ce fois-là. Faut pas oublier ça. Là. Alors, Ignatieff ne pognait pas au Québec, sauf dans les comtés du West Island. Même là, le NPD avait fait des gains.
Or, les gens pensaient que le NPD était aussi fort dans le reste du Canada. Ils se sont dit, Layton est capable de battre Harper, ce qui n'était pas le cas du tout. Puis il était très sympathique, très, très sympathique. Donc, c'était une erreur majeure. Et puis, il mettait de l'avant qu'il reconnaîtrait les résultats d'un référendum à 50% plus 1. 2 semaines après qu'il ait été élu et de la grande vague, il a dit le contraire. Là, il serait lié à la Cour suprême. Donc, il avait changé d'idée 2 semaines après. Et il était... Et il voulait dire, genre, dans un cas où il y avait un référendum ou pour les... Un référendum. Oui, il parlait pas du salut de 95. Non, mais il parlait éventuellement. la déclaration de Sherbrooke qui reconnaissait 50% plus 1. 2 semaines après, là, il se distançait de la déclaration de Sherbrooke pour dire qu'il serait lié à la Cour suprême, majorité significative. Donc, il y avait tout à fait le contraire de ce qu'il avait dit toute la campagne. Mais c'était à nous d'agir puis de dire, oui, c'est plus sérieux qu'on pense. Il faut attaquer aussi... le NPD, ce que là, on n'a pas fait. Mais le NPD, aujourd'hui, au Québec, là, ils ont un député. Ouais. Les gens se sont rendus compte que c'était pas très fiable. Moi, j'aimais mieux... c'était plus clair avec les libéraux puis les conservateurs. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est clair. Mais il n'y a pas de faux filage. Je prends... Avec Singh, j'étais commentateur à CTV, puis il me demandait ce que j'en pensais dans une campagne. Le GNL au Québec, Singh était contre, mais the LNG in BC, même projet, même compagnie, était pour. Fait que j'ai dit, well, we have Singh running, you have Singh running in Canada, but we have another song in Québec. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. Ouais. Tu peux pas ne pas dire la même chose. C'est pas honnête. C'est quoi qui se passe beaucoup, ça, dans la politique? Tu sais, je pense dire que... de quoi en français pour oui, le Québec. Absolument. Bon, on le voit avec Poilievre aujourd'hui. Il n'arrête pas de répéter le gros bon sens, le gros bon sens, le gros bon sens. Des fois, j'ai l'impression d'entendre un vampire. Il parle du gros bon sens. Il parle de la taxe sur le pétrole. Il n'y a pas de taxe sur le pétrole au Québec. Hein? Parce qu'on est marché du pétrole, du carbone avec la Californie. C'est inintelligent qu'ils vont dire seulement Californie, mais il y a plus de monde en Californie qu'il y en a dans le reste dans l'ensemble du Canada. Toujours bien pas pire. Donc, on est un marché du carbone. On est un règlement. La deuxième taxe sur le carbone dont tu parles, c'est un règlement applicable en 2030. C'est pas demain. Et au Québec en a un avant qu'Ottawa n'ait mis un. Donc, c'est pas vrai, ça touche pas le Québec. Ou quand ils disent que le Bloc appuie... les politiques économiques du gouvernement Trudeau, ils ont voté contre tous les budgets. Donc, c'est pas vrai non plus. C'est des mensonges. C'est mensonges. Puis comment, sur le plan personnel, comment vous l'avez pris, ça, cette ben défaite-là c'est dur. de C'est très 2011? dur. J'ai fait... je partais régulièrement en vélo, là, puis j'ai fait des 100 km quelquefois, là, puis je revenais, puis j'essayais d'évacuer. J'imagine qu'il faut mettre son ego de côté, faut pas le prendre personnel. Non, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de son ego. Faut pas le mettre de côté, mais parce que les gens m'arrêtaient et me disaient « Oh, je suis triste, j'ai voté pour vous. » Tout le monde me disait ça. Je disais à Yolande, à un moment donné, pour moi demander un comptage. Moi, ils sont trompés. Mais Yolande était là, puis les enfants, les amis, mais surtout Yolande, puis les enfants m'ont accompagné dans ça. Mais moi, ce que je me disais, tu viens d'en manger une bonne, mais tu n'as donné des bonnes à d'autres. Ils ont vécu ce que tu vis actuellement. Ouais. Donc, tu sais, j'ai joué au football longtemps. Là. Tu peux pas dire, moi, je vais jouer au football, j'ai le droit de donner des coups, mais j'ai pas le droit d'en savoir. Ça marche pas de même. Non, c'est ça. C'est pas de même dans la vie. Ça a pris combien de temps avant que vous dites ça? J'imagine que ça... Je commençais à être actif assez rapidement parce que j'étais chroniqueur des journaux à Radio-Canada, j'étais chroniqueur à CTV, j'étais chroniqueur CFTM. Il y a eu aussi le médium large que vous avez essayé, je pense. Ah oui, ça, c'était à Radio-Canada, mais j'avais accepté. Mais puis là, vous ne pouvez pas parler de politique ou de... c'est ça, ils ont dit pas parler de politique. Je m'entendais pas parler de science. Là, ça fait mais ouais, c'est ça. Pourquoi tu me fais dit, venir? Écoutez, moi, c'est ça, là, j'y vais pas de problème. Ça fait que... je me souviens, il avait déclaré, j'avais rencontré le vice-président de Radio-Canada, ils ont dit, M. Duceppe a décidé de refuser le mandat. J'ai dit, c'est pas ça, j'ai dit, on s'entend pour dire que dans ces conditions-là, je le prends pas. Fait que j'ai rappelé la fille, j'ai dit, je viens d'entendre aux nouvelles que
j'ai décidé de ne pas y aller. C'est pas ça qu'on s'est dit, là. Ça fait que là, je m'en vais au Canal 10, là, puis je donnais une entrevue pour dire que vous avez menti. À moins que vous ouvriez une bulletin de nouvelles, puis vous rectifiez la nouvelle. C'est ce qu'ils ont fait. OK. Ça arrête la question. Si vous voulez jouer à ça, on va jouer dessus. Mais j'ai été président de la commission d'enquête sur l'assurance emploi avec Rita Dionne-Marcellet. Donc, chroniqueur dans différents postes de télévision puis de CTV pendant quelques années avec Mutsumi Takahashi. C'était très agréable, ça. Puis, donc, j'ai continué à faire des choses semblables. Je suis président de la fondation du Théâtre Jean Duceppe. C'est notre fille qui est directrice. Je suis lobbyiste pour un groupe environnemental des moteurs à air comprimé. Donc, je m'occupe. Comment qu'ils sont... Tu sais, le Bloc, il est revenu vous voir. Comment il est venu vous proposer de revenir pour la campagne de 2015? C'est Mario Beaulieu qui s'est dit, bon, ben ça marchera pas. Puis là, il était rendu avec 2 députés. Ah, il y en avait un qui avait parti? Il y en a un qui avait... Maria Mourani était passé au NPD, puis un autre qui avait... Un autre aussi, Patry. Donc, il restait plus que 2 députés. Ils sont venus me voir. Puis là, c'était tout un défi parce que moi, je me faisais pas d'illusions à savoir si on était pour finir premier, là. Ben, essayer de sauver les meubles. J'ai pas gagné dans mon comté, mais on a fait élire 10 députés. Ça a permis au Bloc de continuer. Oui, de vivre, d'exister. Donc, ça, je suis content de ça parce qu'ils se sont rattrapés par la suite. Il y a eu l'épisode Martine Ouellette, là. C'est un peu de difficulté temporaire, là. Finalement, Yves-François Blanchet est arrivé. Puis ils ont remporté les élections. Je pense qu'on fait un excellent travail à la fois en 2019-2021. Oui, ça se maintient 32, je pense. Oui, mais là, les derniers sondages leur donnent une quarantaine de députés. Ça serait beaucoup mieux. Mais des sondages, il ne faut pas se fier sur ça tout le temps. Il faut en tenir compte. Dans votre vie politique, dans votre carrière, ça a été quoi le plus gros coup de poignard dans le dos que vous avez eu? Je ne peux pas dire qu'il y a eu vraiment de coups de poignard. Non? Non. On dirait que ça joue rough en politique. Ah, mais ça joue dur. C'est arrivé une fois que j'ai un député qui avait des gros problèmes d'alcoolisme. J'avais dit écoute, je trouvais que sa famille était extraordinaire. Puis j'avais dit écoute, tu devais démissionner, annoncer que tu te représentes pas. Parce que sans ça, on va t'expulser. Là, il y a trop de problèmes. Il a démissionné, puis il était dit je démissionne parce que le parti est trop à gauche à mon goût. Là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Tu fais une entente avec le gars pour y sauver la face, puis il joue ce coup-là. T'essaies de jouer dans son intérêt. Non, moi, je faisais ça pour l'aider. Ça, j'ai pas aimé ça, mais c'est des affaires mineures. Je calcule pas que j'ai eu des... OK. Votre plus beau souvenir de la vie politique? Oh, il y a plusieurs souvenirs. Les campagnes électorales étaient extraordinaires. On s'est déplacé. Et moi, j'avais mon salon dans l'autobus. Toutes les campagnes, j'écoutais 1000 après 1000, la chanson. Là. Puis je pensais à Yolande dans ce temps-là. Puis je lisais un livre par semaine. OK. Il y en a qui lisaient leurs dossiers. Moi, les dossiers, je les connaissais. Si tu les connais pas en élection, t'es un maudit gros problème. Fait que fallait que j'aère. Fait que je lisais. Puis j'écoutais de la musique. Puis, Fait que les campagnes, c'est votre plus beau souvenir. Les campagnes, c'était c'est plein de belles choses qui sont... C'est passionnant en politique parce que ça touche toutes les facettes de la vie humaine. Là. On touche à tout. Puis des affaires, des fois, qui apparaissent jamais dans les journaux, là. Puis ça, pas uniquement pour les députés souverainistes, de l'autre parti aussi. Je me souviens, je faisais les emplettes avec Yolande. On vivait au Shoppingus, puis il y a une femme qui est rentrée avec un bébé d'un moins d'1 an à peu près, puis basanée un peu, puis elle vient me voir, je suis avec Yolande, elle dit « Vous y êtes pour quelque chose dans ça? » Je regarde Yolande, je dis « Non. » Mais là, tu sais, moi, j'ai cassé qu'elle me dit, je dis, Yolande, non, je suis pas sûr à voir avec le bébé, moi, là. Là, elle dit, je vais vous expliquer, mon mari est en train d'être expulsé du Canada. Il venait de la République centrale démocratique du Congo, disons le mot rapidement. Et pendant qu'elle était en train d'accoucher à Saint-Luc, et puis on était intervenu, on l'a fait sortir de l'avion, il a persisté à l'accouchement.
On a défendu sa cause, il a obtenu la citoyenneté. Il est resté ici. Tu sais, ça, là, personne va mais on a sauvé la vie de ce gars-là, peut-être. Puis, cet enfant-là, il a un Cette père. famille-là, ouais. Une autre fois, une femme avec son conjoint est arrêtée. On faisait des emplettes avec Yolande encore une fois. Puis elle dit, demande au conjoint, elle dit, viens, quelque chose que je t'ai jamais dit, mais je veux le remercier. Elle dit, je t'ai étendu sur le trottoir, sur le boulevard de Maisonneuve, vous êtes passé avec, demandé à votre chauffeur d'arrêter. Vous avez appelé l'ambulance, ils m'ont sauvé de justesse. C'était une overdose, parce que je prenais de la drogue, j'ai arrêté. Puis depuis ce temps-là, je suis heureux, je suis marié maintenant. Tu sais, c'est des affaires, mais tu fais pas la première page des journaux avec ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Ah oui, je me souviens de ces moments-là. Il y a une femme, une Algérienne, son mari était parti avec les 3 enfants, je pense, en Algérie, puis il recevait les pensions, puis il l'avait battu, puis il s'était sauvé. Fait qu'on on a pris son cas en main, on a fait rapatrier les enfants, et là, le fédéral est arrivé, on avait envoyé les allocations familiales au mari qui les a reçus en Algérie, puis on sait pas trop comment, fait que vous nous devez 10 000 $, madame. Et là, on n'était pas contents. Le fédéral demandait 10 000 $. Quand il rembourse l'argent qu'il avait envoyé au mari. Fait que là, on a dit non, c'est vous autres qui devez, c'est à vous autres à payer 10 000 pour l'argent que vous n'avez pas donné. Ils ont le donné, elle n'avait pas de compte de banque, elle n'avait jamais ouvert ça de sa vie. On était équelle à la banque, on a ouvert le compte. C'était autour du 20 juin, je ne sais plus quelle année, puis le 23 juin, t'es arrivé au bureau qu'il y a un gâteau pour la fête nationale. Ah ouais? Mais ça, tu fais pas la première page de journaux avec ça. La fête du Québec ou la fête du Canada? La fête le 24 juin. Ah ouais. Yes, sir! Mais moi, j'ai toujours dit que j'ai toujours célébré le 1er juillet. Genre la fête du déménagement? Ou... Non, c'est parce que c'est la fête de mon fils Alexis. Ah, ok, ouais, c'est ça. Hein. J'étais comme un peu stressé de ta réponse. Bon, Puis Carl Pelado j'étais chroniqueur, Journal de Montréal, j'avais écrit, ça fait 35 ans que je célèbre le 1er juillet, puis il n'a pas lu l'article jusqu'à la fin, il m'appelle, il dit que c'est ça? Je dis non jusqu'à la fin. Là, je disais, c'est pour telle raison. Non. La dernière ligne, c'était c'est parce que c'est la fête de mon fils Alexis. Bonne fête, Alexis. Ben oui. Est-ce que vous avez déjà voulu faire le saut pour le provincial? Vous avez déjà voulu, mais... j'aurais dû y aller en 2005. Là. En 2005, 2003, c'est-à-dire Bernard Landry vient de la quitter. Là. 2005, Bernard, c'est en 2005 qu'il quitte. Père 2003, mais en 2005 qu'il quitte. Et mais on était minoritaire. C'était un gouvernement minoritaire à Ottawa. Paul Martin pouvait déclencher une élection. Beaucoup de gens ne voulaient pas travailler avec Michel Gauthier pour différentes raisons, mais Michel aurait été le seul capable de mener une campagne électorale. Une fois la campagne menée, Michel aurait démissionné. On aurait trouvé un autre député qui serait devenu chef. Il y en avait qui avait la capacité dans le caucus. Mais il aurait pu faire ça, mais à condition que les adjoints restent là pour pas qu'ils vivent ce que j'avais vécu en 97, qu'on amène tout le monde. Mm-hmm. Mais j'aurais dû dire aux gens, si vous voulez pas travailler avec Michel, moi je vous amène pas à Québec. Une fois que l'élection sera passée, on verra. Je l'ai pas fait, j'aurais dû y aller. Après ça, quand j'ai hésité pour y aller, j'avais décidé de pas y aller, puis quelqu'un m'a convaincu dans la dernière minute d'y aller. Le communiqué était prêt disant que je n'allais pas face à Pauline Marois. Ça, c'était en 2007, je pense. Là, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû suivre ma première idée qui était de pas y aller. Mais ça, on a fait des erreurs, mais j'ai renoué avec Pauline. On est amis, on a travaillé ensemble par la suite. Mais, est-ce que j'aurais dû ou pas? Tu sais, oui une fois, non l'autre fois. Mais ça, on réécrit pas le passé, on revient pas sur le but d'Alain Côté. Hein? Ouais. Mais c'est ça, est-ce que c'est un rêve que vous caressiez? Non, c'est pas question de rêve. Moi, c'est qu'est-ce qui est à faire? Si c'est ça qui est à faire, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se réalise? Les médailles, je dis ceux qui courent trop après les médailles, là, ils finissent par en avoir puis ils finissent par marcher penché. Fait que ça me tente pas. Non, mais peut-être pas devenir absolument premier ministre, mais de faire le saut au provincial ou... Non, c'est juste d'amener vos idées? Si ça s'était présenté, mais ça s'est présenté une fois, j'aurais dû le faire. La deuxième fois, j'aurais pas dû le faire. Bon. Une fois que j'ai dit ça... OK, c'est ça.
Il faut faire ce qu'on a à faire, puis qu'on se batte sur un terrain ou qu'on se batte sur l'autre. L'important, c'est qu'on se batte pour le pays. Est-ce que vous avez toujours été souverainiste? Non, dans les années 60, là, je me suis intéressé à la politique jeune. Papa est organisateur de drapeaux en 54. J'ai suivi la campagne. J'étais un peu maniaque, moi. À 7-8 ans, je lisais Le Devoir le matin. J'allais acheter le journal de Montréal le matin, le midi. Je lisais la presse qui sortait à 4 heures. Puis quand mon grand-père arrivait du travail avec le Montreal Herald, je lisais le Montreal Herald aussi. Donc, je lisais les journaux beaucoup. Puis j'étais d'accord avec la Révolution tranquille, Gérin Lajoie, l'évêque. Jusqu'en 66, là j'étais plus rendu pour l'aérienne, mais à peine. Mais quand l'évêque a quitté les libéraux, là, ça a marqué... parce que je trouvais qu'il y avait du progrès qui se faisait sous l'évêque et Gérin Lajoie au sein du Parti libéral. Mm-hmm. Et quand l'évêque a senti que c'était plus possible, ben là, j'ai dit, si l'évêque sent que c'est plus possible, c'est que c'est plus possible. Donc, c'était la création du Parti québécois. Vous aviez confiance en lui? Oui, beaucoup. Je pense que c'était un grand homme. Est-ce que vous y croyez toujours à la souveraineté du Québec? On n'a pas le choix. Si c'est pas ça, on risque un jour de disparaître. Ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est la diversité. On ne va pas devenir planète Hollywood ni planète Beijing dans 100 ans. On n'est pas supérieur ni inférieur aux Canadiens, on est différent. Mm-hmm. Si tout le monde était pareil, ça serait plate pas mal. Donc, c'est important qu'on soit ce que l'on est. Mm. Puis, c'est sûr qu'on n'est pas plus nombreux qu'il faut. Ceux qui nous disent, vous allez être 9 millions maintenant, ben oui, puis la Norvège, puis le Danemark, c'est moins nombreux. Puis, si on regarde le pourcentage, 40 millions de Canada comparé à la Chine, là, c'est pas gros dans le pourcentage. Mm-hmm. Ça veut dire que le Canada devait disparaître. Pourquoi on s'intègre pas aux États-Unis à ce moment-là? C'est ça. C'est des grands ensembles. Ouais. Poursuivez votre logique. Intégrez-vous aux États-Unis. L'argument se fait pas, là. J'avais dit ça à l'ambassadeur japonais. Il me disait, pourquoi c'est l'avenir aux grands ensembles? J'ai dit, oui. Pourquoi, ça fait longtemps que je me demande pourquoi vous intégrez pas la Chine. Mais c'est monsieur, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même langue. Même affaire. Vous ne saviez pas ça? Je le savais, je voulais vous l'entendre dire. Mm-hmm. Ah, je viens de comprendre. C'est ça. Ouais. Pas compliqué. Merci. Qu'est-ce qui nuit le plus au mouvement souverainiste? Moi, je pense l'hésitation, encore, c'est pas un goulag, le Canada, hein, faut pas se tromper, là. Hein, c'est un pays démocratique. Mm-hmm. Donc, les gens se disent, on va être mieux, ça pas mieux. Tu sais, mais c'est une question d'identité. C'est foncièrement cela. Et faire nous-mêmes ce qu'on est capable de faire nous-mêmes, en ayant tous les pouvoirs, en faisant partie de grands ensembles économiques, avec même des ententes politiques à un certain niveau, comme l'Union européenne. Moi, je pense que ce sont les modèles à suivre, ça. En évitant les erreurs que l'Union européenne a faites. Mm-hmm. S'agrandir trop rapidement, trop de bureaucratie à Bruxelles, mais on est capable d'éviter ça. Là, mais ça, c'est qu'est-ce qui serait bon qu'on devienne souverain, mais qu'est-ce qui nuit à notre mouvement? Est-ce qu'il y a de quoi à l'intérieur même du mouvement? On a été éduqués longtemps qu'on n'était pas capable. Après ça, c'était... je pense qu'il faut travailler plus auprès des communautés culturelles puis des jeunes. Souvent, j'entends dire, moi, je suis citoyen du monde. Genre, oui, montre-moi là ton passeport, le fun. À quelle place c'est marqué monde? Mm-hmm. Mais non, ça prend un port d'attache. C'est marqué Canada, là. Mm-hmm. Ça pourrait être marqué Québec. Pointe à la ligne. C'est comme... Ça n'a pas été meilleur, mais t'es pas supérieur ni inférieur. Simplement différent. Fait que ça serait de justement travailler ces liens-là, de faire passer le message? Ben, d'expliquer aux gens, il faut, là, parce que sans ça, regardez ce qui va se produire. Mm-hmm. L'anglais, c'est la langue internationale. Moi, je suis pas contre le fait de parler anglais, mais non, au contraire. Mais ici, ça doit être en français. Le service doit être en français, comme c'est en italien, en Italie. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'on doit parler d'autres langues? Bien oui, c'est un plus, là. Mm-hmm. Moi, je parle anglais, français, je parlais italien un bout de temps, mais je l'ai pas pratiqué suffisamment, là. Mais ça reviendrait vite. Alexis parle anglais, français, espagnol parfaitement, un peu portugais. Amélie parle anglais, français, espagnol, un peu l'allemand, puis un peu l'italien. Pas parce qu'on est souverainiste qu'on n'est pas capable d'être ouvert au monde. Mm-hmm.
que dans le reste du Canada, le français, là, c'est en disparition. Là. J'ai même entendu quand tu chantes au Canada le mercredi, j'ai entendu quelqu'un chanter « Ton histoire est une d'épopée » à la place d'être une épopée. Faut le faire, là. Ma dernière question, après ça, je vous laisse. En quoi que c'est important de voter pour le Bloc? Tu sais, il y en a bien des fois qui vont se le demander. Ben, c'est de voter en fonction de nos intérêts. C'est ça, la démocratie. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, si on était en chambre? Est-ce qu'on serait pour telle proposition ou contre telle proposition? Mais ils ont des gens qui pensent comme nous. C'est fondamentalement ça, la démocratie. Et défendre les intérêts du Québec. Quand l'Assemblée nationale est unanime, moi, j'ai collaboré avec Jean Charest. C'était pas un souverainiste, mais il était premier ministre du Québec, puis il y avait unanimité ou consensus à l'Assemblée nationale, puis le PQ était d'accord avec Charest. À ce moment-là, tu collabores avec celui qui représente l'autorité au Québec, qui est le premier ministre, qui a l'appui de l'ensemble de l'Assemblée nationale. Mais ça prend une voix pour faire ça à Ottawa. Alors qu'Ottawa va dire le contraire. Les libéraux vont dire le contraire de ce que l'Assemblée nationale dit. Et les conservateurs aussi, puis le NPD aussi. Donc... Fait que c'est pas nécessairement un libéraux on va dire, un libéraux du Québec qui va parler en fonction des intérêts du Québec? On le voit, par exemple, sur la loi 101, ils ont tous parlé contre. Au Québec, je ne sais sur combien de domaines, unanimité à l'Assemblée nationale, Trudeau et compagnie sont contre. Donc, ils sont du Québec, ces gens-là, mais ils sont contre ce que l'Assemblée nationale décide. Même les libéraux de Québec votent pour. Puis eux, Ottawa, disent le contraire de leurs collègues libéraux de Québec. Faut le faire. Fait que c'est ça, ils votent pas tout le temps en fonction des intérêts du Québec. Mais, comparativement au Bloc québécois, que vous autres, vous n'êtes pas là pour le pouvoir. Non, vous êtes là. Mais si la démocratie, ce n'était que d'être au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de démocratie. Pas plus compliqué que ça. Et c'est même bon pour le Canada qu'ils entendent une autre voix que celle des fédéralistes pour expliquer ce qui se passe au Québec. Et même des délégations étrangères. Je me souviens, moi, de rencontrer la première ministre ukrainienne il y a plusieurs années avec ses ministres, puis il avait rencontré 3 autres partis avant. Les autres partis leur avaient dit que la loi 101, c'était épouvantable. Les anglophones étaient méprisés au Québec. Mais oui, on est aux universités, là, aux hôpitaux, là. C'est correct, là. C'est la minorité la mieux traitée au monde que les anglo-québécois. Alors, il y a un ministre qui me dit la loi 101, c'est épouvantable. J'étais sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et je n'ai pas vu un mot d'anglais. Donc, je dis, là, c'est important ce que vous dites. Ah, enfin, quelqu'un qui le reconnaît. Faut que je prenne un papier, je donne un numéro de téléphone. Il dit, c'est quoi ça? Et ça, c'est le numéro de mon optométriste. Je pense que vos lunettes sont pas bonnes. Non. Hey, un énorme merci. D'accord. Gilles Duceppe, merci beaucoup d'être venu au podcast. Si on veut vous voir, je pense que vous êtes encore à la télévision ou vous commentez? Je suis commentateur à CEPAC français. Okay. L'essentiel avec Esther Bégin, tous les vendredis à 8h30 quand la chambre siège. Là. OK. Comme on le fait cette semaine. Là, puis, vous êtes commentateur, là? Commentateur, il y en a pour chacun des partis. On est 4. OK. Puis ça, c'est à quel pas? C'est à Radio-Canada? OK. Le poste parlementaire. Là. Ah, OK. CEPAC en français, CEPAC en anglais. Non, j'écoute tellement pas souvent, je savais même pas, je pensais que c'était Radio-Canada. OK. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Un gros merci aussi à notre commanditaire procafetière.ca. Et bye tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.